Alors, pour terminer les prises en charge, donc, on a tout ce qui va concerner les aménagements, les adaptations. Donc, ça, c'est ce qu'on peut typiquement proposer en classe. Déjà, mettre l'enfant dans un environnement qui permet de favoriser sa mobilisation attentionnelle en limitant les distracteurs. Donc, l'endroit le plus calme de la classe, placé à l'avant, éviter les fenêtres, éviter qu'il soit vers une porte, vers une fenêtre. Alors, placer à l'avant, ce n'est pas obligé, hein, parce qu'il y a des enfants qui vont être mieux à l'avant, parce que du coup, ils vont être moins distraits par ce qui se passe dans leur environnement visuel. Et il y a des enfants qui, quand ils sont placés à l'avant, ils entendent en fait ce qui se passe derrière et ils ne peuvent pas voir. Et donc, ils vont faire que se retourner parce qu'ils entendent des bruits derrière. Peut-être que ça va plus les gêner et que ça va plus gêner la classe et l'enseignant que l'enfant fasse tout le temps ça, plutôt qu'il soit à l'arrière et qu'il puisse juste jeter des petits coups d'œil quand il est distrait. Donc, il n'y a rien il n'y a rien qui est une solution miracle et il n'y a rien qui marche avec tous les enfants, mais voilà, ça donne un peu des pistes. On peut aussi même proposer des casques anti-bruit ou des boules caisses. Ça va limiter aussi la distractibilité auditive. On peut imaginer mettre un paravent, tout à fait. Tout à fait, on peut, voilà, tout ce qui va un peu limiter les stimulations. Procéder étape par étape avec les enfants, les guider, faire des listes en images ou des listes écrites. Procéder par étape, ça peut les aider à mieux planifier, mais ça peut aussi les aider à pas faire trop en même temps. C'est-à-dire que c'est comme l'utilisation d'un timer. En fait, les enfants qui ont un TDAH, ils peuvent travailler et se concentrer, mais pendant un temps court. Donc, on va essayer plutôt de séquencer les activités en de petites parties. Et donc, on va leur demander un effort intense, et puis ensuite, ils pourront relâcher. Et puis, on repartira sur un autre effort intense, etc. Et donc ça, l'enfant, grâce à un timer, il pourra se mobiliser plus en se disant « Ok, il va falloir que je me concentre et que je me mobilise, mais pas pour longtemps. J'ai le timer, je sais que ça ne va pas durer très très longtemps, donc je vais faire cet effort pendant ce temps-là. » Donc, et en même temps, le timer déconcentre parfois, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, être placé à l'avant ou à l'arrière, utiliser un timer ou pas, il n'y a rien qui est parfait pour tous les enfants TDAH. Mais voilà, ça peut être une solution. En tout cas, ce que je veux dire, ce qui quand même marche quasiment pour tous, c'est vraiment le fait d'avoir des temps de travail qui soient plus courts. Moi, là, j'ai beaucoup de parents que je vois en ce moment qui me disent mais le confinement, c'était super. C'était super pour notre enfant parce qu'il pouvait travailler à son rythme, parce qu'on pouvait faire travail intense, petite pause, travail intense, petite pause, plus de pauses. Pour certains, ça a été vraiment très, très bénéfique grâce au travail à la maison et au confinement. Et le fait qu'en plus, du coup, il y avait moins de stimulation. Donc oui, il n'y a pas de solution miracle. Parfois, le timer déconcentre. Mais en tout cas, voilà, de proposer des séances de travail plus courtes, alternées avec des petites pauses. Alors, quand je dis petites pauses, ça peut être je me lève et je viens montrer mon travail et puis je retourne m'asseoir. Ce qui en plus permet de favoriser l'autocorrection, de guider l'enfant. Donc, lui permettre de se lever, montrer là où il en est, que l'enseignant dit bah oui, tu peux continuer comme ça, c'est très bien, ou dire ah bah attention, là il faut que tu reprennes ça, ou dire ah bah tiens, c'est super, pour la prochaine, pour la suite, n'oublie pas qu'il faut que tu fasses ça et après ça. Et du coup, voilà, c'est des petits moments où il va se ressourcer sur le plan attentionnel. Et du coup, on va favoriser l'autocorrection pour ne pas trop le pénaliser pour tout ce qui va être étourderie, erreur qui serait liée à un problème d'attention aux consignes, impulsivité, l'enfant a fait les choses trop vite. Voilà. On va essayer aussi d'éviter de le pénaliser pour les oublis. Donc, un enfant avec un TDAH oublie plus de choses. Donc, il oublie plus ses affaires, son cartable, sa veste. Il a oublié de prendre ses affaires de sport, des choses comme ça. Donc, on peut essayer de contourner ça avec des casiers, mettre en place des procédures de vérification, des choses comme ça. Éviter les situations de double tâche, là où il doit diviser son attention, ça c'est évident. Tolérer l'agitation motrice. Les plannings visuels, tout à fait, c'est un peu ce que je disais aussi, des guides avec des listes en images. C'est vrai que des fois, les enfants aussi, ils ont besoin de savoir combien de choses il reste, c'est un peu comme le timer. Ok, je vais faire un effort, mais il faut que tu me permettes de visualiser comment mes efforts vont être. Donc, les plannings visuels, ça peut être intéressant aussi, ouais. Tolérer, donc pour les enfants avec hyperactivité, tolérer l'agitation motrice. Comme
comme je le disais, contrôler son agitation motrice va demander un effort à l'enfant. Donc, si on le mobilise sur ce contrôle plutôt que sur la tâche en cours, c'est dommage. Par contre, on peut canaliser son agitation motrice. Alors, soit en lui demandant, par exemple, de façon utile de distribuer des feuilles, d'essuyer le tableau, d'aller voir un enseignant pour lui porter un mot, etc. Lui permettre de bouger aussi quand on peut. En classe, c'est souvent compliqué, mais au moment des devoirs à la maison, permettre qu'il soit debout ou qu'il fasse des gestes en marchant pendant qu'il récite sa leçon, qu'il fasse une poésie avec beaucoup de gestuels, presque du théâtre. Enfin, on peut le permettre de bouger. Et puis, il y a tous les moyens de bouger aussi en étant assis. Les fils de piscine qui sont accrochés sur le bureau et qu'on manipule. Alors, ça me semble chaud dans une classe, hein, les ballons... parce que là, il faut les contenir. Hein. Là, tous les enfants, ils ont envie de rebondir dessus. Donc, ça, c'est pas évident. Mais voilà, ça peut être des... En tout cas, par exemple, j'avais en tête un enfant qui avait un pédalier, donc il y avait un vélo pupitre, donc il pouvait être assis devant un bureau tout en pédalant. Ça, pour lui, c'était super. Les pattes anti-stress à manipuler, les petits objets comme ça qu'on peut manipuler. Il y en a qui se portent en collier pour ne pas les perdre. Tout ça, ça peut permettre de canaliser l'agitation. Donc, il y a plein d'idées, là, par exemple, sur ce site-là. Le désigner, oui, comme responsable de classe, de donner des missions qui vont lui permettre de bouger, adapter le cadre de travail, voilà, c'est ce qu'on disait, effectivement, avec, en fait, lui donner les moyens de bien maintenir son attention et de canaliser éventuellement son hyperactivité. Tout ce qui est économie de jetons, ouais, c'est tout le système de récompense est vraiment important. Je crois que j'en ai parlé à un moment. Non. Mais je vous encourage à aller voir sur TDAH France, ils en parlent pas mal. Mais bon, enfin, en tout cas, oui, le système de récompense, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Et notamment... donc, les récompenses à l'école. Donc, en fait, les recommandations par rapport aux problèmes de comportement à l'école des enfants TDAH, c'est d'éviter les punitions. En fait, les punitions peuvent être contre-productives. Par contre, ce qui marche très bien, même si c'est important d'avoir un cadre, et je ne remets pas en cause tout ça, mais quand on dépasse certaines limites, il peut y avoir des punitions. Mais voilà, un enfant qui dépasse tout le temps les limites, à qui on met tout le temps des punitions, ça n'a plus de sens. La punition fait plus peur, ou la punition vraiment altère son estime de lui, le met ça n'a plus de sens. Ce qui, en tout cas, fonctionne, ce sont les récompenses. Et donc, un enfant, pour qu'il soit motivé, on en parlait de ce lien avec la motivation, un enfant, pour qu'il soit motivé, la récompense, ça peut être une très forte motivation. Et les récompenses, parfois, sont très simples. Parfois, à l'école, le système des bons points, des jetons, des images, ça fonctionne très bien. À la maison, ça peut être simplement, tiens, je vois que les devoirs, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de crise, et on a réussi à travailler pendant 10 minutes non-stop, et c'était super, tu vas avoir une récompense. Ça peut être, tu choisis le dessert aujourd'hui, ou... Ah oui, j'avais une psychologue qui avait proposé ça comme exemple, je trouvais ça marrant. On va manger à l'envers, on fait le repas à l'envers. Et on commence par le dessert, et après on mange le plat, et après on mange l'entrée. Et en fait, rien que ça, des fois, les enfants, ça leur fait super plaisir. Donc, les récompenses, ce n'est pas l'idée de les couvrir de cadeaux, ce n'est pas l'idée de... c'est de trouver des choses qui leur font plaisir et qui viennent en récompense de quelque chose qui s'est bien passé, pour lequel on a senti qu'ils ont fait un effort, qu'ils ont bien réussi à se contrôler, etc. Donc, les récompenses, ouais, ça marche très bien. Ouais, contrat de comportement, voilà, j'en parle juste après. Donc, récompense ou renforcement, peut-être le mot renforcement, effectivement, est plus pertinent. Plus de temps de télé, ouais, tout à fait. Ça peut être des récompenses qui leur fait énormément plaisir. J'avais aussi l'exemple, cette même psychologue avait donné l'exemple aussi pour les ados. Donc, quand il y avait des journées qui se passaient bien, ou alors, par exemple, ils n'avaient pas eu de mots, pas de remarques des professeurs dans le cahier de toute la semaine, ou des choses comme ça, en fait, ils avaient des récompenses qui consistaient à récupérer l'image, des bouts d'image d'une basket, qui avait par exemple été découpée en 12 morceaux, et quand l'enfant a récupéré, enfin le jeune du coup a récupéré les 12 morceaux, il peut avoir sa basket. Donc ça permet de reporter un peu la récompense.
Et en fait, il récupère les morceaux et les morceaux, à la fin, vont faire la récompense et il aura sa paire de baskets en vrai. Donc, voilà, on peut imaginer plein de façons. Et on n'apprend rien dans la punition, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que j'avais vu? Oui, le contrat comportement, pardon, les contrats de comportement donc, qui peuvent être mis en place avec l'enfant, tout à fait, pour bien redonner le cadre et les règles et récompenser l'enfant quand le cadre et les règles sont bien respectés, quand le contrat est respecté aussi. Donc, on peut, au moment du contrat, prévoir quelles seront les récompenses, le renforcement qui sera donné en respect du contrat. On peut aussi proposer des échelles aussi pour apprendre l'enfant pour aider l'enfant à prendre conscience de son comportement et de ses émotions, ce qui va aussi pouvoir l'aider à réguler. Donc voilà, est-ce que tu es plutôt très agité ou calme? Est-ce que tu te sens dans la lune ou très attentif? Est-ce que tu es plutôt stressé ou plutôt zen? Voilà, d'essayer un peu de prendre du recul sur leur comportement. On va voir que ça fait appel à la métacognition, et je vais en reparler ensuite après. Des aides à la socialisation qui peuvent être aussi valables pour les enfants TSA, avec une explication des comportements, des scénarios, donc du coup pourquoi les choses se sont mal passées à un moment. Les coins de retour au calme aussi, donc quand il y a les difficultés de gestion des émotions, on peut imaginer un coin de retour au calme dans la classe, avec des outils qui peuvent être aussi des mandalas, des objets sensoriels, voilà, des plumes à toucher, des choses comme ça. Donc les scénarios, ouais, c'est les scénarios sociaux là, tout à fait. J'ai mis quelques exemples en images. On en trouve pas mal sur Internet. Ouais, renforçateur matériel, oui, c'est ça, avec un contrat avec le patient, ouais, tout à fait. C'est vrai que moi, je travaille plutôt du côté du diagnostic que de la prise en charge. Donc, peut-être que vous avez voilà, plus d'expérience sur le côté prise en charge, mais je voulais quand même vous donner... Donc, moi, je donne quand même pas mal de conseils sur comment ça peut se passer à l'école suite au diagnostic et comment voilà, s'informer, par exemple. Mais après, donc, tout ce qui va être programme de guidance ou prise en charge, remédiation métacognitive, etc., ce que je vous ai mis là, c'est des choses que j'ai moins pratiquées. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous noter un peu ce qu'il existait. Donc, notamment, plonger en eau trouble pour s'informer et expliquer le TDAH. Je ne vais pas passer le teaser parce que je vois qu'il est 15h54 et je préfère vous laisser un peu de temps pour les questions. Mais je vous invite à aller le voir, en fait. Hein. Vous allez directement sur le site Plonger en eau trouble, qui est fait par l'association TDAH France. Hein. C'est eux qui ont produit ce web documentaire. Et en plus, c'est une narration interactive, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner, par exemple, aller voir le TDAH au collège ou le TDAH à l'école ou pour des plus grands. Enfin, il y a plein de domaines. On n'est pas obligé de regarder tout le web documentaire. On peut regarder aussi que certaines thématiques. Et c'est gratuit, donc je recommande. Donc l'association TDAH France, ils mettent vraiment plein de choses aussi sur leur site qui sont très bien. Ça, c'est un site québécois. Attention déficit-info.com. Donc, il y a plein de choses aussi très intéressantes. Donc, ça, c'est vraiment pour expliquer aux parents, s'informer, expliquer aux enfants. Mais on va pouvoir ensuite aller plus loin avec les programmes de guidance parentale, justement, qui vont enseigner aux parents la question. Donc, l'idée, c'est de soutenir les parents, leur proposer de bien comprendre ce que c'est le TDAH, de réfléchir au comportement à adopter face à un enfant TDAH, de diminuer leur anxiété et donc d'améliorer le fonctionnement à l'intérieur de la famille. Donc c'est vraiment, on agit ici au niveau des parents. Donc il en existe plein. Le plus souvent, enfin, ce qui est finalement très reconnu, c'est celui de Barclay, mais il en existe plein d'autres. Et voilà, il y a vraiment plein de choses intéressantes. Je pense que si on peut le faire pour quasiment tous, enfin ceux qui vraiment sont en difficulté avec le comportement de leur enfant à la maison, c'est vraiment intéressant. Donc la remédiation métacognitive. Donc la métacognition, c'est amener l'enfant à prendre conscience de son fonctionnement pour favoriser le développement des habiletés d'autorégulation comportementale et cognitive. Donc tout ce qui va concerner son discours interne, son contrôle de l'impulsivité, sa résistance à la distraction, des méthodes de gestion de l'information, de la méthodologie de planification, etc. Donc ça va être typiquement l'utilisation de ce type de matériel avec je m'arrête, je regarde, je réfléchis, je décide. Il y a Stop, Think and Go aussi, par exemple, qui est beaucoup utilisé
en anglais et qui a fait cette dérivation, enfin cette version en français. Et puis, il y a aussi l'utilisation, par exemple, de personnages. Donc, c'est tout ce qui est la méthode Reflecto, PIFAM ou Attentix. C'est des personnages qui vont représenter les fonctions exécutives ou d'autres fonctions cognitives. Par exemple, l'architecte, c'est notre capacité de planification. Le bibliothécaire, c'est celui qui gère tout ce qui va être information en mémoire. L'explorateur, c'est celui qui est plutôt lié à tout ce qui est attention sélective. Il va y avoir, par exemple, le contrôleur, qui est plutôt voilà, notre capacité d'inhibition, de contrôle. Donc, on va se faire représenter à l'enfant par des personnages différentes fonctions cognitives pour l'amener à travailler dessus à travers différents types d'activités. Donc, on va lui proposer des activités et voir comment on peut mobiliser nos personnages pour qu'ensuite il puisse l'utiliser dans sa vie quotidienne. Et bien sûr, il va y avoir aussi toutes les prises en charge de type psychomotricité, thérapie cognitivo-comportementale, psychothérapie, etc., qui vont pouvoir aussi, bien sûr, aider ces enfants TDAH. Alors, au-delà du TDAH, ça, c'est une revue de littérature que j'avais fait pour des enseignants. Et donc, je suis allée chercher mes diapos là-dessus parce que ça ne ciblait pas forcément le TDAH, mais ça ciblait en tout cas les programmes d'intervention pour aider les élèves, pour aider les enfants à être plus attentifs. Donc, c'est au-delà du TDAH, c'est une revue de littérature de Diamond, la même, qui a fait le modèle là, dont on a parlé, et qui, en tout cas, s'est intéressée à ces programmes d'intervention sur les fonctions attentionnelles exécutives, mais pas spécifiques au TDAH, vraiment plutôt à l'échelle pédagogique. Alors, ce qui est ressorti de cette revue de littérature, c'est que les entraînements informatisés, par exemple, mettre l'enfant devant un ordinateur, devant un programme type CockMed, pour entraîner par exemple sa mémoire de travail ou son inhibition, on a peu d'effets démontrés. Ça marche peut-être un peu, ça marche peut-être pas mal pour certains enfants, mais pas pour tous. Du coup, en moyenne, on a quand même peu d'effets démontrés. Les activités sportives, donc j'avais justement à un moment cette question. Il a été montré que les activités sportives ont un effet sur la flexibilité et sur la créativité, et sur des tâches complexes et mathématiques. Donc, est-ce que les questions que se sont posées les auteurs par rapport à ça, c'est est-ce que c'est important que l'activité soit bimanuelle, pareil par exemple pour la musique, est-ce que finalement que ce soit une activité sportive ou une activité de musique, est-ce que ce qui compte c'est finalement que ce soit des tâches un peu complexes avec des activités bimanuelles? Par exemple pour les arts martiaux, on voit qu'on a aussi, donc non, ça c'est une première question par exemple. Je n'ai pas de réponse là-dessus, mais c'est une question qui est posée. En tout cas, ça aide pas mal. Et pour les arts martiaux en particulier, on a vu qu'il y avait des gains meilleurs pour les enfants à partir du CE1 et des gains meilleurs aussi pour les garçons que pour les filles. Donc, sans qu'on analyse quels sont les mécanismes exactement en jeu, mais en tout cas, tout ce qui est art martial, qui va demander pas mal de discipline, de contrôle, c'est plus ça qui va être valorisé, effectivement, et peut être assez intéressant. Mais là, on est au-delà du TDAH, hein, comme je l'ai dit. Hein. Après, tout ce qui est pleine conscience, alors il y a aussi des études dans le TDAH. Les études dans le TDAH, elles disent que ça peut marcher, tout ce qui va être méditation, relaxation, pleine conscience, mais il faut qu'il y ait une pratique qui soit quand même assez importante, assez quotidienne, assez intensive. Et puis, ce qui concerne les élèves en général, on a pu montrer qu'il y avait des effets autour de 7-9 ans, que les effets sont quand même effectivement meilleurs pour les personnes qui ont de faibles fonctions exécutives à la base, donc comme les TDAH, mais ceux qui en tout cas ne rentrent pas dans les critères de TDAH et qui ont simplement des faibles fonctions exécutives, eux vont aller jusqu'à normaliser parfois leur capacité exécutive grâce à la pratique d'exercices avec pleine conscience. Donc, ça va être typiquement des activités comme le yoga, donc des exercices physiques, de la relaxation. En fait, ce qui compte à chaque fois, c'est que ce qu'ils nous ont montré ici, c'est qu'eux, ils n'avaient pas d'effet. Bon, eux, ils en avaient, hein, mais eux, ils n'avaient pas d'effet sur les activités physiques quand il n'y avait pas la pleine conscience associée. Donc, bon, voilà, ça pose question. Mais en tout cas, ils avaient montré que l'effet était quand même corrélé avec le contrôle exécutif requis. Donc, plus il y a de fonctions exécutives sollicitées, meilleurs sont les résultats.
Donc ça, c'est valable aussi pour les activités sportives. Et on a l'importance d'une augmentation progressive de la difficulté. Donc il faut que progressivement, on amène les enfants à faire des choses de plus en plus complexes. Voilà, que ce soit par exemple dans les activités sportives ou en musique, ou dans les arts martiaux, enfin toute activité sportive. Et voilà, qu'il fallait y aller en tout cas progressivement. En France aussi, pour l'école, pour tous les enfants, pour favoriser le développement de l'attention, il y a le programme ATOL, donc par monsieur Lachaud, donc qui est que l'attention, en fait, ça s'apprend et ça s'apprend aussi à l'école. Et donc, son programme est tourné vers cet apprentissage de l'attention. Voilà, il y a un programme de découverte et d'apprentissage de l'attention en milieu scolaire. Donc, vous n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'attention à l'école, de ATOL, pardon, de l'attention ça s'apprend, et du coup, il y a du matériel, enfin, c'est quelque chose qui peut être mis en place, je pense aussi, dans des classes au Maroc, et peut-être même que ça intéressera plus particulièrement monsieur Lachaud, le fait que voilà, ce soit quelque chose qui se passe aussi ailleurs qu'en France et qui soit déployé un peu plus largement.